Bonjour à tous, bienvenue, nouvelle vidéo en ce jour de confinement, je ne sais plus trop combien. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Fontaine, journaliste à 01net. Salut. Bonjour, ça va? Bah ça va plutôt pas mal et toi? Bah écoute, on survit, pour l'instant tout va bien. Bon, écoutez, encore une vidéo un petit peu particulière avec ce confinement. Aujourd'hui, on va parler de l'iPad Pro 2020 que Pierre a eu la chance de recevoir il y a quelques jours et de tester, n'est-ce pas? Tout à fait. Ça va être une petite session questions-réponses. Pour être tout à fait honnête, moi j'ai lu déjà l'excellent test sur 01net.com évidemment. J'ai lu tout ce qui a été écrit un petit peu à gauche à droite et vu toutes les vidéos qu'il y avait au moment où on tourne. Je vais te poser les questions que j'ai vues sur internet et les questions que je me pose aussi en regardant tout ça. Est-ce que t'es prêt? J'espère. J'ai l'impression d'être Jean-Pierre Foucault. Moi j'attends que tu sortes tes fiches jaunes là. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Cet iPad Pro 2020. Déjà, avant de voir cette vidéo, je vous invite vraiment à aller lire le test de Pierre, hein, qui va vous déjà répondre à beaucoup de potentielles questions auxquelles on répondra pas forcément dans cette vidéo parce qu'elles sont assez évidentes. Mes premières questions que moi j'avais, en tout cas, c'était une des nouveautés de cet iPad Pro 2020, c'est qu'il est Wi-Fi 6. La question que je me pose, c'est il n'est pas 5G si je me trompe pas. Est-ce que tu aurais un Mhm. élément de réponse à ce niveau-là? Est-ce que tu sais pourquoi Apple typiquement n'a pas mis de 5G sur ses modèles? Alors je peux pas parler pour Apple avec certitude, mais Évidemment. me référant on va dire à l'expérience générale, il est très très rare qu'Apple introduise dans un produit grand public des technos qui sont à leurs yeux pas super mûrs. Or, on l'a vu sur les produits 5G qui sont sortis récemment et même chez certains opérateurs qui le confient, enfin les opérateurs qui sont en train de tester la 5G chez eux. La 5G a un gros impact sur la consommation de batterie, Ouais. notamment. Et chez Apple, où un des credos de l'iPad, c'est une batterie qui tient toute la journée de travail, au moins, ça aurait fait un petit peu désordre d'avoir une tablette qui s'était un bout de 3 heures ou 6, peu importe. Et donc, je pense que c'est un des éléments qui fait qu'au-delà de la question de l'intégration, la question de à qui je m'adresse pour avoir mon modem, etc., ça peut être une des raisons qu'on se contente d'une 4G plus pour l'instant, la LTE Advanced, et que donc on n'est pas la 5G. Oui, ça m'a étonné surtout parce que je me suis dit, ils mettent du Wi-Fi 6 mais pas de 5G. On a eu des Ouais. iPhones qui sont sortis déjà compatibles 5G. Et je trouvais ça étonnant sur un iPad qui coûte un petit peu cher quand même. Ah, on n'a pas d'iPhone 5G pour l'instant, hein, Oui, c'est-à-dire pardon. c'est smartphone 5G, ouais. Smartphone 5G, pardon, pas d'iPhone 5G, non, Ouais, évidemment. Peut-être ouais. peut-être le prochain, j'espère. Non, non, si tout se passe bien, normalement, oui. Oui, enfin, tout ne se passe pas bien pour l'instant. Mais, Non, euh, c'est pour ça que je précisais. mais oui, je trouvais ça étonnant de ne pas le voir dessus. Enfin voilà. Autre question, c'était sur l'OS. Et il y a une Ouais. grosse mise à jour de l'OS Mm. qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a combien de temps? Il y a une bonne semaine Ouais, maintenant, ouais. voilà. Une bonne semaine et avec elle est arrivé pas mal de compatibilité, la souris, le trackpad, etc. Et quand j'ai Tout vu à fait. sortir ces nouveaux iPads, je me suis dit, et c'est une question, je pense qu'on va passer un petit moment dessus, mais aujourd'hui, pour quelle personne est destiné cet iPad Pro et pour quelle personne est destiné un Mm. MacBook Air, par exemple? Parce que quand tu regardes la mise à jour d'iPadOS, tu te dis, il y a quand même beaucoup de fonctionnalités qui transforment la tablette en ordinateur. Donc, comment ça se passe Ouais. maintenant? Comment on Alors en fait, je choisit? pense qu'il y a plusieurs questions dans ta question. La première par laquelle on peut commencer, c'est dire, grosso modo, est-ce que l'iPad Pro est un PC portable? Ouais, La déjà. réponse est non. Ce n'est pas un PC portable. Alors, non, c'est pas un PC portable pour plein de raisons, même malgré le progrès d'iPadOS 13.4, hein, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui effectivement, comme tu l'as dit, intègre le trackpad, le support du trackpad, de la souris Bluetooth et autres. Ergonomiquement, on n'est pas encore à la fluidité, alors en tout cas dans un cadre de productivité, Mhm. c'est-à-dire quand on passe de plein de fenêtres à plein de documents, quand on va chercher dans le Finder, etc., ou dans les fichiers, on n'en est pas encore à la fluidité qu'on a avec macOS ou même avec Windows. Donc c'est pas encore complètement un remplaçant parfait d'un Mhm. MacBook ou d'un PC portable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en revanche, c'est que l'iPad Pro peut faire pas mal de choses qu'un MacBook Air, par exemple, ne peut pas faire. Notamment, si on se base juste
sur la puissance et Mhm. sur quelques benches. Le MacBook Air, sur le papier, quand on regarde les résultats de bench, il est moins puissant que l'iPad Pro. L'iPad Ah, Pro est plus puissant. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Bon, on a juste dit que le chipset, la puce, la 12Z, oui, qui est une euh, amélioration de l'ancienne, qui n'est pas une nouvelle, hein. voilà, en fait, c'est une itération de la 12X qui était sortie en 2018, dans laquelle, entre autres, Apple a rajouté un cœur pour la partie graphique. Ce qui fait qu'en fait, sur la partie, donc, il y a toujours dans un SoC, c'est-à-dire le système on chip, les puces qui donnent vie aux iPads, enfin aux tablettes et au téléphone, on a à la fois sur la même puce la partie CPU et la partie GPU. Donc sur la partie GPU, on a un cœur de plus, donc 8 cœurs maintenant au lieu de 7 avant, donc plus de puissance, plus de peps. C'est pas qu'on en manquait vraiment avant, mais voilà, on a un peu plus de patates. Donc là, en fait, effectivement, l'iPad Pro sur le papier, quand on lance un Geekbench 5 par exemple, et il dit bah, dis donc, Pimpin, ton iPad Pro, il Il écrase envoie. ton MacBook Air. Et de fait, le MacBook Air d'entrée de gamme qui vient de sortir en même temps que l'iPad Pro, il a un petit Core i3, il n'est pas taillé pour la lutte, alors que l'iPad Pro, il peut faire tourner des applications professionnelles, etc. Donc après, ça va être, au-delà de la question de la puissance, ça va être une question d'usage. Mm. C'est est-ce qu'on a besoin d'usage un peu mobile? Est-ce qu'on a besoin d'un écran tactile avec un stylet, ce qu'on n'a pas avec un MacBook Air? Mhm. Est-ce qu'on a besoin, enfin, est-ce qu'on a les applications qu'on veut sur iPadOS et qu'on avait sur macOS, etc. Donc ça va être un choix au cas par cas. Dans l'absolu, si c'est pour faire entre guillemets de la bureautique, du surf, etc., Mhm. à petite dose très peinard, l'iPad Pro peut évidemment permettre ça, plus les jeux, plus le montage de vidéos, etc., 4K notamment. Mhm. Mais si on veut travailler de manière un petit peu intensive, passer entre un fichier Excel, un fichier Word, regarder un truc en ligne, etc., et aller très vite comme on le fait sur Mac, l'iPad Pro n'est pas encore prêt. Voilà. Donc un étudiant qui voudrait juste faire de la prise de notes, par exemple, typiquement, c'est limite plus intéressant pour lui d'avoir un iPad Pro. Alors, non, mais alors, non, c'est pas une question piège, c'est une bonne question. Mais en fait, la réponse est pas forcément. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Parce que si on met bout à bout tout ce qu'il faut pour que l'iPad soit entre guillemets l'équivalent d'un MacBook Air, c'est-à-dire l'iPad il fait l'écran, ok, c'est cool, il est tactile. Mhm. Mais après, si on veut prendre des notes, il faut un stylet, ok, d'accord. Il faut un clavier, ah, ok, d'accord. Et puis, tant que le Magic Keyboard pour iPad Pro n'est pas Ouais, sorti, il qui faudra arrive chaque en fois mai, aller à hein. côté. Voilà, il arrive en mai. Donc, grosso modo, quand on rajoute tout ça, la facture est vachement plus salée pour acheter un iPad Pro Oui, c'est que vrai. pour acheter un MacBook Air. C'est vrai. Donc, il y a encore ce critère-là. Il n'y a pas de réponse unique. En fait, il faut regarder ce qu'on veut faire. Et puis, après, il y a aussi une chose, c'est que l'iPad Pro vous allez vous adapter à l'iPad Pro et l'iPad Pro va aussi s'adapter à vous grâce aux millions d'applications qui sont développées spécifiquement pour la tablette. C'est quand même 1 million d'applications, il y a de quoi voir venir. Donc c'est pas forcément un choix écrasant où on dit le MacBook Air on peut le balancer, ça Ouais. marche plus. C'est beaucoup plus complexe, c'est presque au cas par cas. Oui, Voilà. mais je trouve que la frontière n'a Mais, jamais été aussi fine entre la tablette et bah, l'ordi. elle le devient de plus en plus et j'espère que iPadOS, le prochain, le 14, qui devrait être annoncé pendant la WWDC Online en juin prochain, j'espère que ça va encore faire s'effondrer les frontières et qu'on va se rapprocher et qu'effectivement, ce ne sera plus une question de choix par dépit, mais de choix vraiment parce qu'on a un engouement pour l'une ou l'autre des machines. Mais c'est drôle de voir quand même qu'à la base, il y a donc 10 ans, je crois, le premier iPad c'est janvier Ouais. 2010. Il a été annoncé, en fait, il a été annoncé le 27 janvier C'est ça. 2010 et il a été lancé le 3 avril, donc son anniversaire sera en Voilà. fin de semaine. Bon bah voilà, on fêtera son anniversaire, peut-être à la sortie de cette vidéo. Mais c'est drôle de voir la différence entre le premier qui ne se voulait pas être un ordi et le dernier qui est limite un peu hybride, c'est un peu un enfant bâtard, si je puis me permettre, entre un ordi et une tablette. Je trouve ça assez rigolo de voir l'évolution aussi dans le temps de la mentalité du produit, je trouve. Tout à fait. Alors
Pour le coup, je pense qu'il faut faire appel au pragmatisme, enfin, se reporter au pragmatisme d'Apple. D'emblée, si on se souvient bien, Steve Jobs, même d'ailleurs, il a commencé à en parler au lancement de l'iPhone, il parlait de l'ouverture de l'ère post-PC. C'est-à-dire, alors que dans les années 90 et même jusqu'en 98, hein, quand il est vraiment, il a lancé le nouvel iMac, etc., l'ordinateur, le Mac ou le PC, était le hub de la vie numérique des gens. Et à partir du moment où l'iPhone est arrivé avec l'interface tactile, à partir du moment où les iPads sont arrivés et les tablettes en général, et Steve Jobs parlait donc de post-PC, c'est dans un monde où le PC n'est plus le centre de tout et où on va remplacer, par ces nouveaux périphériques, on va remplacer notre PC qui va un jour devenir caduc. Et il s'est avéré que l'iPad, aussi bien qu'il ait été, il était effectivement au départ essentiellement... alors pour des questions de puissance, pour des questions de logiciels disponibles, pour des questions de périphériques, pour des questions d'habitude, pour des questions de logiciels aussi, il était surtout un périphérique de consultation de contenu. Il était bien pour jouer, il était bien pour regarder des vidéos, pour envoyer quelques mails, mais dès qu'on voulait aller un peu plus loin, ça devenait compliqué. Et puis au fil du temps, les choses se sont améliorées, Apple a mieux structuré sa gamme, il a rajouté les smart connectors aussi, qui changent tout, hein, parce qu'on a un clavier qu'on n'a pas besoin de recharger de temps en temps et qui se connecte immédiatement, enfin qui est connecté en permanence. Ça change la donne, pardon, ça efface un petit peu les frontières entre une tablette juste de consultation et un PC. Donc effectivement, il y a eu des itérations, mais je pense qu'en fait, c'est plus une vision pragmatique de dire, pour l'instant, je fais ça parce que je ne peux pas faire plus. Et puis peu à peu, je vais structurer ma gamme et puis je vais avancer, sachant que derrière tout ça, et on le voit bien avec justement cette confrontation que tu as fait logiquement en introduction entre le MacBook Air et l'iPad Pro, il y a l'un qui cannibalise un peu l'autre. Et ça a toujours été une stratégie très très appleienne que Steve Jobs a toujours défendue, qui disait il vaut mieux se cannibaliser nous-mêmes que laisser les autres le faire. Concurrent. Oui, c'est clair. Voilà. Donc en fait, ce rapprochement, il est dans une logique très appleienne. D'accord. Bon, bah c'est très appelien, voilà. Vous pourrez répondre ça si on vous demande. Autre point qui m'intéressait, c'est une des nouveautés de cet iPad Pro 2020 aussi, c'est le LiDAR. Ouais. J'ai lu et entendu beaucoup de choses sur le LiDAR. Je vais pas te mentir, moi la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'en vrai, en 2020, et je parle pour la majorité des gens, est-ce que c'est utile d'avoir un LiDAR sur un device aujourd'hui ? Pour la majorité des gens, non, absolument pas. On est d'accord. Ne serait-ce que parce que pour l'instant, le LiDAR, son principal intérêt, ça va être pour la réalité augmentée et que parmi les utilisateurs d'iPad au quotidien, je ne suis pas sûr que la réalité augmentée arrive en tête des usages. On est d'accord. Pour l'instant, je pense que c'est juste... c'est une préparation technologique. Alors, ça peut être une préparation technologique évidente à des évolutions d'ARKit qui vont arriver, à des enjeux de développement d'un écosystème logiciel pour avoir plus d'applications qui sont capables de fonctionner en réalité augmentée. Parce qu'on peut se garder en tête, en tirant des plans sur la comète, sur le fait que Apple pourrait toujours continuer à travailler à des lunettes de réalité augmentée. Et que donc, pour que ça soit pertinent, il faut qu'il y ait des usages, donc des logiciels. Voilà, c'est plein de choses. À mon avis, ça tient autant de l'anticipation technologique du travail au long cours que d'une volonté d'offrir à certains professionnels, et puis à certains fans aussi de réalité augmentée, d'offrir une meilleure expérience. Et c'est une démonstration technologique. Ouais. Et effectivement, quand on l'utilise, moi je fais un petit peu de réalité augmentée de temps en temps, ne serait-ce que pour jouer, ou il y a des très bonnes applications pédagogiques en AR pour les enfants, par exemple. Ça m'arrive de l'utiliser et pour avoir utilisé le nouvel iPad Pro, effectivement, les surfaces sont détectées vachement plus vite. Même à qualité de lumière équivalente ou un peu plus basse, ça marche mieux. Il y a moins de problèmes de petites collisions, ce qu'on appelle l'occlusion. C'est-à-dire quand quelqu'un passe devant l'objet, voilà. L'objet disparaît. Je passe devant l'objet, l'objet est caché derrière normalement, vu qu'il y a quelqu'un qui passe entre l'objectif et l'objet. Et ça, c'est pareil, le détourage, quand j'ai fait faire des
des chaises à mon fils pendant des heures sur un canapé virtuel, ça, le détourage de ses jambes est vachement plus précis sur le nouvel iPad Pro que sur la génération 2018. Donc c'est des petits détails. Effectivement, dans l'absolu, on n'en a pas besoin, mais c'est juste une tendance. On sait que Tim Cook et Apple croient beaucoup à la réalité augmentée, donc c'est logique qui misent là-dessus et qui prennent de l'avance et qui continuent à prendre de l'avance, parce que si on se souvient bien, ils sont arrivés après Google notamment, qui était très très en pointe là-dessus, avec plein de projets assez intéressants, et puis finalement celui qui a la main maintenant, celui qui semble le plus avancé, et en tout cas qui met des périphériques fonctionnels en réalité augmentée dans le plus de mains, c'est Apple. C'est clair. Après, moi, je le voyais plus comme une bêta test, tu vois, en mode, on a très peu de choses aujourd'hui. J'ai vu qu'IKEA lançait des petites choses, et si je pense que ce que lance IKEA aujourd'hui, pour expliquer grosso modo, c'est tu peux placer tes meubles un petit peu dans la maison, c'est ça, avec. Ouais, tout à fait. Alors ça c'est quelque chose qui existait depuis un petit moment. Hein, c'est IKEA Place. Ouais, c'est ça. Effectivement, c'est un truc qu'on peut essayer, un fauteuil, une lampe. Voilà. Mais ça, en fait, effectivement. Comme à chaque fois qu'il y a un petit saut technologique, ou chaque fois qu'il y a un progrès, ou chaque fois qu'il y a une nouveauté matérielle, même si en l'occurrence Apple dit qu'il n'y aura pas beaucoup de choses à faire côté logiciel pour que le LiDAR soit utilisé, il va falloir que les applications elles viennent. Donc là, il va falloir un petit temps de développement, mais une fois encore, le fait que Apple maîtrise de bout en bout la chaîne matérielle et logicielle, ça fait que l'intégration est plus facile. Et quand il dit tiens, je vais mettre un LiDAR dans mes iPad Pro, tout à coup, paf, dans l'AirKit, dans le kit de développement pour les jeux, par exemple en réalité augmentée, c'est intégré, c'est pris en compte et c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc effectivement, il y a un côté bêta parce que pour l'instant, on n'a pas grand-chose qui en tire pleinement parti. C'est ça. Mais dans le futur, je pense que ça peut donner des jolies choses, pour le coup. Ça peut, je pense que dans l'univers professionnel, dans l'univers de l'architecture notamment, dans l'ameublement intérieur aussi, ça peut être super intéressant, effectivement. Et puis dans le jeu, oui, je pense que ça complètement. peut donner des trucs qui vont bien déchirer. Juste pour finir sur le LiDAR, tu as pu essayer un peu les mesures, ça fonctionne bien, c'est assez fiable, c'est assez... Alors... oui et non. Oui, c'est plus fiable parce que, par exemple, les arêtes de surface, quand on veut mesurer, par exemple, je sais pas, une porte, comme ça, les arêtes sont mieux détectées. Okay. En revanche, il arrive encore que des surfaces très fines soient difficiles à mesurer parce que, en fait, la mesure se fait en déposant des points et c'est des points qui vont être aimantés. En fait, le viseur qui dépose le point est, entre guillemets, un peu géré par l'iPad. Et quand la surface est trop courte, en fait, il ne va pas réussir à aller, par exemple, si on est sur une tranche de porte de 2 cm, il va y avoir un peu de la peine parfois à ne pas aller au-delà du bout de la tranche, en fait. Ok, très bien. Si j'y étais clair. Oui, écoute, c'était assez compréhensible. Je pense que de toute façon, vous pouvez voir la tonne de mais les mesures marchent pas mal. Enfin, après, si j'étais vous, je ne commanderais pas un canapé à 10 000 € en ayant fait des mesures juste avec l'iPad, en disant c'est bon, ça passe. Il vaut mieux prendre quand même un mètre encore, mais voilà. Et on finit là-dessus sur le LiDAR. Donc on a un LiDAR dans cet iPad Pro, mais on n'a pas d'écran OLED. Ça aussi, ça m'a surpris. Pourquoi il n'y a pas d'OLED alors que c'est un truc quand même, c'est un produit encore une fois assez cher, qui est destiné pour les pros. Est-ce qu'on est d'accord que cet iPad Pro, il n'est pas pour le tout à chacun? Est-ce qu'un pro n'a pas besoin d'un écran OLED aujourd'hui? Non, en fait. Et voilà, fin de question. Rideau, salut. Non, en fait, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a des raisons de coût, il y a des raisons de difficulté, de même qu'il n'y a pas beaucoup de portables pour l'instant avec des dalles OLED en 13 pouces à peu près, c'est assez rare. Parce qu'il y a des difficultés de fabrication, des difficultés d'optimiser la consommation électrique aussi derrière. Et Apple arrive on peut quand même le dire, un tel niveau de maîtrise de ces dalles LCD en fait, il n'y a pas... Je sais pas, enfin, peut-être qu'un jour on verra un iPad Pro OLED et ça sera vachement mieux. Mais quand on voit que grâce à différentes technologies plus ou moins maison, comme la technologie P3, qui en fait fait en sorte que le gamut de couleurs soit pas le gamut de couleurs, c'est la plage des couleurs couvertes, soit pas juste la plage RGB, c'est-à-dire d'un écran lambda. Classique, hein. Voilà, en fait, le P3, ça vient d'une technologie qui vient du cinéma, où en fait les couleurs sont beaucoup plus précises et en fait on a un gamut plus précis, plus large, etc. Donc en fait ils calibrent, grâce à ces technos, ils font en sorte que leurs écrans offrent une plage colorimétrique beaucoup
beaucoup plus vaste. Donc effectivement, on gagnerait certainement des noirs plus profonds avec de l'OLED, on gagnerait certainement plein de choses, mais on pourrait aussi y perdre technologiquement. Donc pour l'instant, je pense qu'ils n'ont peut-être pas encore trouvé les microcontrôleurs qu'il faut, ils n'ont peut-être pas trouvé l'intérêt économique aussi, parce que quand on vend des dizaines de millions d'iPads chaque année, il faut trouver un équilibre économique, surtout quand on tient à maintenir sa marge, comme le fait Apple. On est d'accord. Voilà. Donc voilà, je pense qu'en fait, l'iPad Pro peut très bien satisfaire les pros sans une dalle OLED. Très bien. Et pour finir, dernière petite question que je me posais, je me demandais finalement si en fait la bonne nouvelle de cet iPad Pro 2020, c'était pas que l'ancien est baissé de 100 € finalement. Il faut le savoir, l'ancien iPad a baissé de 100 €. Est-ce que finalement, pour les gens qui hésitaient, c'est pas le moment de sauter sur celui de 2018 qui est à 799 si je me trompe pas, au lieu de 899 du coup. Est-ce que c'est pas le moment? Alors très franchement, oui. Oui, très franchement, oui. Non, mais c'est vrai. Enfin, on l'a dit, la 12Z apporte pas un gros changement en termes de performance et de puissance. Alors, donc, on est un peu confiné, donc on n'a pas pu faire nos tests d'autonomie. Donc, pour l'instant, moi, j'ai travaillé dessus. J'ai tenu à peu près entre 8 et 11 heures selon ce que je faisais. Si je faisais pas mal, je mettais de la vidéo, j'écoutais de la musique en même temps, ça tirait plus, etc. Mais ça tient une bonne journée de travail quand même. Normalement, ça tient une bonne journée. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, on ne sait pas ce que ça donne en termes d'autonomie, mais on sait que la puce apporte pas grand-chose. On a dit que le lidar c'est vachement bien pour le futur, mais à l'instant T, voilà. Et puis surtout voilà, si vous êtes intéressé par l'AR ou si vous pensez vous y intéresser plus tard. Donc c'est vrai que pour l'instant, à part le Wi-Fi 6 qui peut faire pencher la balance d'un côté plutôt que de l'autre, miser sur la génération 2018 qui finalement apporte pas beaucoup moins de choses. Pour 100 € de moins, c'est effectivement une bonne chose. Il y a néanmoins un point important à avoir en tête, c'est que les prix des iPads, des nouveaux iPads, ont baissé. Alors pourquoi ils ont baissé? Ils ont baissé oui et non. Ici ils ont baissé, mais en fait c'est surtout que la quantité de stockage pour le même prix a augmenté. Ah. Par exemple, en fait le premier modèle était à 64 Go, maintenant il est à 128. Oui. Et ça monte comme ça jusqu'au Tera. Et en fait, si on regarde, les prix sont à chaque fois pour la même capacité 60 € je crois de mémoire, 60 € moins élevés. Ok. Donc, une fois si vous avez trouvé l'offre qui vous convient avec l'iPad Pro 2018 dans le format qui vous convient un prix super cassé, bien sûr, vous n'avez pas grand-chose à y perdre et vous pouvez tout à fait prendre cette solution. Ok, écoute, je réfléchis, mais je pense que tu as été assez clair. Moi, j'ai vu aussi qu'il y a pas mal de gens qui se plaignaient. Je ne sais pas si toi, ça t'a dérangé. Il y a beaucoup de gens qui se plaignaient du fait que la cam sur l'iPad soit à gauche et c'est l'endroit où tu mets ton doigt. Et donc, pour le Face ID, c'est pas évident, puisque quand tu veux, en fait, comment dirais-je, mécaniquement, tu mets ton doigt à gauche, tu mets ton pouce sur le Face ID et du coup, tu fais ah ouais, mince, faut que je l'enlève et hop, ça déclenche le Face ID. Je sais pas si c'est un problème que tu as remarqué, ça m'a fait rire. Alors je vais pleurer devant la caméra parce que je l'ai dit dans mon test. Ah bah tu vois. Et oui, tu me connais un peu, ça me rend dingue ce genre de détails. Oui, je sais. Et effectivement, quand on l'utilise en tablette pour lire des BD, la presse ou peu importe, ou même faire un FaceTime d'ailleurs, c'est parfait. Mais effectivement, dès qu'on le met sur son smart keyboard, où il se retrouve sur le côté comme ça, donc voilà. Alors donc le Face ID marche toujours très très bien, mais quand on prend par exemple pour réajuster l'inclinaison ou pour porter la tablette, sauf si on le fait de la main droite, dans ce cas-là on est tranquille. Généralement, effectivement, on va mettre la main devant Face ID et c'est pénible. C'est fou, ça n'a pas été pensé quoi. En fait, je pense tout simplement que pour l'instant, ils n'ont pas trouvé de solution. Alors, non, mais il y a ça, et puis il y a aussi la question que, d'un point de vue, on sait qu'ils sont quand même très attachés au design. Je ne les vois pas faire comme certains constructeurs, à mettre 2 caméras. Parce que certes c'est très pratique, mais c'est quand même assez moche quoi. C'est vrai. Donc voilà, donc effectivement moi c'est un truc qui je comprends tout à fait que ça rend les gens dingues parce que ça me rend aussi un peu dingue, mais du coup c'est un petit peu comme cette photo de Steve Jobs qui dit il faut tenir le smartphone comme ça, l'iPhone comme ça en passant la main entre les jambes pour bien capter. Il faut apprendre à tenir son iPad différemment
pour résister à la crise de nerfs. Voilà. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. On n'a pas évidemment parlé de toutes les nouveautés. Il y a des nouveaux micros qui sont visiblement un peu mieux que sur l'iPad Pro 2018. Il y a des améliorations Ouais. côté photo. Je vous invite à lire le test, encore une fois, de Pierre Fontaine, ici présent, qui détaille bien toutes les nouveautés. Il vous a même mis des petites infographies de bench et tout. C'est plutôt pas mal fait. Tu vois, je l'ai lu, c'est pas une blague. C'est beau, c'est beau. Je voulais juste tu aussi peux rajouter quelque chose, oui, vas-y. je vais teaser un truc. Non, je suis en train de préparer, dès que ce sera possible, alors je suis en train de finir de tester le MacBook Air et me prépare un petit duel MacBook Air d'entrée de gamme iPad Pro à lire un jour sur 01net. Voilà. Écoute, on en fera peut-être une vidéo sur ce sujet vraiment dédié parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est une vidéo un peu longue, hein, j'avais prévenu même pas sur la dernière avec Nicolas, mais ça vous avait plu. Donc on espère que ça continue de vous plaire. C'est vraiment une discussion avec des questions que je me pose réellement et que j'ai vues réellement. Je vous invite à nous laisser les vôtres dans les commentaires, on y répondra avec grand plaisir dès qu'on les voit. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur 01net. À très vite, Pierre. Ciao. Salut.